al liceo italiano. Non ci conosciamo tutti, je me présente, je suis le proviseur du lycée italien, Aurelia Alaim. C'est pour nous et pour moi un honneur d'accueillir cette rencontre à la mémoire de Jacques Andreani. Et je laisserai la parole à Michele Calonica d'ici peu, parce que c'est lui en fait ce soir le véritable maître de maison. Je me limite à donner la bienvenue à tous et à toutes, évidemment, à remercier pour avoir accueilli notre invitation, à remercier nos invités, mais Michele dira mieux que moi. Je jouerai juste pour 2 minutes mon métier de proviseur dans cette très petite introduction. Juste pour, parce que j'aime bien vous dire où sont dans ce moment nos élèves du lycée. Les élèves plus âgés, les élèves de terza et quarta liceo, dans ce moment se trouvent en voyage d'instruction en Pologne, un voyage soigneusement préparé par eux et bien entendu par leurs enseignants. Demain, ils vont visiter le champ d'Auschwitz, Birkenau. Ils sont à la recherche en fait des lieux et des moments parmi les plus douloureux de notre histoire commune du XXe siècle et non seulement. Nos élèves les plus jeunes, de prima et seconda liceo, au moins un petit groupe bien sélectionné, se trouvent à l'hôtel de ville avec leurs camarades du lycée international Honoré de Balzac pour une séminaire rencontre sur le développement durable, donc le XXIe siècle et le siècle après. J'ai voulu rappeler ça non seulement pour l'orgueil du proviseur à l'égard de ses élèves, mais aussi pour montrer un lien qui aurait pu rester invisible entre une rencontre qu'on fait à la mémoire d'un homme important pour l'histoire de la diplomatie française, mais aussi pour la construction d'un système de relations internationales dans les dernières décennies, et à côté de la mémoire et l'espoir de nos élèves les plus jeunes qui n'ont pas connu Jacques Andreani, mais peut-être sans le savoir, continuent son parcours en s'occupant du passé et du futur. J'ai voulu le dire parce qu'il me semblait important puisqu'on se trouve dans le lycée. Je vous remercie pour l'attention et je laisse la parole à Michele Calonica. Voilà, je tiens tout d'abord à remercier pour leur présence ce nombreux public qui est ici et en particulier Donatella Monterisi Andreani, avec laquelle j'ai suivi la préparation de ce débat souvenir au jour le jour. Et donc, cela a été un honneur et un plaisir immense malgré la tristesse de l'occasion, mais cela a été un immense honneur de collaborer avec elle pour la préparation de cet événement. Je tiens à remercier également Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Giandomenico Magliano, qui est avec nous et qui va prononcer quelques mots à la fin des différentes interventions pour en tirer peut-être des conclusions et des réflexions finales. Marc Lazare va nous rejoindre, il est à Sciences Po pour un séminaire, il sera un peu en retard, mais il m'a promis qu'il va assurément arriver le plus vite possible. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous montrer juste 3 minutes d'un entretien que j'avais eu avec Jacques Andreani, un entretien qui était occasionné par la publication d'un livre sur l'identité française, où, bien évidemment, on faisait référence à l'Italie. Et donc là,
on va vous montrer juste ma question concernant l'Italie et surtout sa réponse sur l'Italie et l'Italie dans le contexte européen. Regardons ensemble. Parlons un peu de l'Italie, de votre rapport avec l'Italie. Que dire? Ben, vous avez dit que j'ai des liens personnels avec l'Italie, ce qui est vrai. Je n'ai pas commencé par ces liens spécifiques. J'ai connu ma femme quand j'avais un peu plus de 40 ans et j'avais déjà une expérience de la vie en Italie, enfin en tout cas du tourisme, disons du tourisme culturel en Italie, comme presque tous les Français. C'était vraiment un must de la culture française, d'aller là-bas, de faire le marché, de faire le voyage, je veux dire, le grand voyage, comme on disait autrefois. Et ça, je l'ai eu très fortement. J'ai été explorer l'Italie du Nord, puis Rome, puis Florence, etc., avec des amis de mon âge, quand j'avais 25 ans et un peu plus. Donc, j'ai beaucoup d'affinités, beaucoup de sympathie pour ce pays. Et puis moi, je suis intéressé par le côté européen de l'Italie, parce que je suis un grand partisan de la construction européenne, de l'intégration de l'Europe, et je pense que l'Italie a une vocation dans ce domaine, vocation de jouer un rôle spécifique et de pousser aux progrès qui peuvent être faits. Alors quelquefois on est déçu, on a quelquefois le sentiment que la foi européenne a un peu faibli dans notre pays, en Italie, comme elle a faibli d'ailleurs dans notre pays. Et comment? Et il faut résister à ça, mais très souvent, je me suis tourné vers des auteurs italiens, des hommes politiques italiens, pour essayer de réalimenter ma foi européenne et de dire, mais enfin, avec eux, si vraiment ils s'y mettent, s'ils retrouvent la foi de l'après-guerre froide, de l'après-guerre plutôt des années 40 et 50, alors on pourra vraiment progresser. Donc c'est quelque chose d'important, bien sûr. Et puis nous avons aussi le sentiment que l'Italie est un pays où le patriotisme, qui est fort, est compatible avec l'esprit critique et avec le respect des autres nations. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un aspect très important. Parce que nous croyons, nous les Français, nous croyons à la synthèse entre le sentiment patriotique, l'amour de la patrie, et l'engagement européen, et la croyance qu'il y a entre les États européens, les nations européennes, quelque chose de commun qui est fort et qu'on peut pousser, qu'on peut développer. Voilà. Alors je crois que pour réaliser cette intention, l'Italie peut être d'un grand secours. Je tiens à vous dire que pour moi, le fait d'être le successeur de Jacques Andréani à la présidence de la Dante de Paris a représenté une responsabilité et un défi. Surtout en considérant que Jacques Andréani s'est consacré à cette présidence pendant 8 ans avec une grande attention. Et je dois dire, en particulier pour ce qui concerne les cours de langue italienne, c'était une période assez orageuse concernant ces cours, car l'Institut culturel italien avait suspendu pour une certaine période ces cours. Il y avait eu des polémiques. Enfin, il est arrivé à gérer cette situation avec un grand engagement, avec souplesse et fermeté en même temps. Donc,
il s'agissait d'un lourd héritage. Et bien entendu, Jacques Andréani est devenu président d'honneur et par conséquent n'a pas quitté la Dante de Paris. Il est resté présent dans plusieurs événements culturels de la Dante, mais je me suis retrouvé avec cette tâche passionnante, mais disons lourde pour ne pas être en reste par rapport à ce qui s'était passé avant mon arrivée. Jacques Andréani avait un grand intérêt pour la relation de la France et de l'Italie avec l'Europe, comme en témoigne aussi ce morceau de l'entretien que je vous ai proposé. Mais l'autre grand pôle d'intérêt de Jacques Andréani, c'était l'Amérique. Et après Rome, il a été ambassadeur à Washington pendant 6 ans. Et j'ai eu le plaisir de discuter avec lui au sujet de la relation de la France et de l'Italie avec les États-Unis. Et il m'avait avoué, ça c'est un élément que je trouve particulièrement intéressant, il m'avait avoué qu'il lui était arrivé parfois d'avoir un sentiment, je ne veux pas dire d'envie, mais de toute manière comme ça, un sentiment mélangé, disons, vis-à-vis de son homologue italien à Washington. Pourquoi? Parce que la présence de plusieurs millions de personnes d'origine italienne aux États-Unis qui ont bâti leur succès, leur réussite professionnelle petit à petit dans un contexte qui était hostile au départ et puis ils ont été acceptés au fur et à mesure. Bon, cela avait fait que l'Italie désormais avait créé un rapport profond avec les États-Unis. Et donc que les responsables américains ne pouvaient pas se passer de l'opinion italienne, de l'opinion des personnes, des Américains d'origine italienne, mais en même temps de l'opinion des Italiens d'Italie, de ceux avec qui ils avaient des relations culturelles ou économiques ou autres. Le cas de la France est différent, car la France a joué un rôle important au moment de la naissance des États-Unis d'Amérique, mais il est évident que le nombre d'Américains d'origine française est nettement moindre. Et par conséquent, Jacques Andréani arrivait même à expliquer certains malentendus franco-américains avec cette présence moindre des Français dans la construction de la société américaine. Enfin, évidemment, c'est un discours complexe qu'il faudrait approfondir, mais je voulais simplement vous donner un aperçu de ces sentiments de Jacques Andréani qui finalement se traduit dans une sorte d'éloge pour le rayonnement italien dans le monde, non pas à travers des conquêtes militaires, mais à travers le travail patient de ceux qui ont contribué à bâtir la première puissance mondiale. Voilà, nous avons réuni autour de cette table des personnes qui ont très bien connu Jacques Andréani, qui ont eu avec lui des relations de travail, mais en même temps des relations amicales, car il faut bien souligner que c'était un homme auquel il était juste d'adresser son estime, mais en même temps c'était un homme qui était capable de se faire aimer avec sa classe, avec sa gentillesse, avec sa courtoisie extrême. J'ai à mes côtés l'ambassadeur Luigi Guidobono Cavalchini, qui a été ambassadeur d'Italie en France avant d'avoir d'autres charges très importantes, notamment à Bruxelles, à Rome, et enfin,
Et maintenant, il vient de me dire qu'il continue d'aller pratiquement chaque semaine, si je ne me trompe pas, à Turin, qui est sa ville d'origine et la mienne également. Et on a ici, à cette table, l'ambassadeur CFR Gaillardin, lequel a travaillé avec Jacques Andréani à Rome. Il a été ministre conseiller, d'abord avec Gilles Martinet et par la suite avec Jacques Andréani. Par la suite, il a continué sa carrière diplomatique, mais tout en gardant cette amitié très, très intense avec Jacques. Et je crois que, donc, comme je vous l'ai dit, nous espérons que Marc Lazare arrive le plus vite possible, mais entre-temps, je pense que l'ambassadeur Cavalchini, Guido Bono Cavalchini, pourra nous entretenir avec ses réflexions et avec son souvenir amical de Jacques Andréani. Okay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur d'Italie, messieurs les ambassadeurs et chers collègues, monsieur le consul d'Italie, monsieur le secrétaire de l'association France-Italie, il y a dans la vie de chacun de nous des moments peut-être trop rares ou des mouvances instantanées et que nous appelons tout simplement émotions échappent presque complètement au contrôle de la raison. Cette soirée qui nous réunit ici pour retracer la carrière d'un grand diplomate français, qui était aussi le président de la société Dante Alighieri, à laquelle va sans doute la reconnaissance de nous tous pour avoir bien voulu prendre cette initiative, représente pour moi un de ces moments-là. La perte de Jacques Andréani, survenue le 15 juillet de l'année passée, a été pour nous tous un véritable coup au cœur. Permettez-moi alors de m'adresser à Donatelle et à ses enfants pour leur dire encore une fois combien nous continuons à partager leur peine et leur douleur. Quand au cours des années 90, j'étais à Bruxelles, le représentant permanent auprès de l'Union européenne avait pris l'habitude, à chaque fois qu'il se rencontrait, après des discussions très houleuses, de se saluer en prononçant le mot d'entrée suivant, « cher ami, quoique collègue ». Si à l'époque j'avais rencontré Jacques Andréani, je l'aurais salué en lui disant tout simplement et très sincèrement « cher ami ». Une amitié, celle avec Jacques, mesurée et discrète, forgée et soudée pendant 4 ans, alors qu'il remplissait ses fonctions de chef de mission auprès du Quirinal. Quant à moi, je recouvrais cette charge de directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, qui par la suite devait me tenir occupé pendant 8 ans, et ceci en dépit des aléas liés au changement, hélas très et trop fréquents, dans la composition des gouvernements italiens. En novembre 1984, Jacques avait pris la place de Gilles Martinet au Palais Farnèse. Il y séjournera 4 ans, jusqu'en octobre 1988. Le document que j'ai pu consulter et les témoignages que j'ai recueillis nous offrent un cadre suffisamment détaillé des réflexions et des analyses que le jeu politique antérieur de la péninsule et les initiatives du gouvernement de Rome sur le plan international suscitaient chez un observateur attentif et enclin à une analyse scrupuleuse et patiente des faits comme le nouvel ambassadeur de France en Italie. Le lien étroit entre les vicissitudes de la politique antérieure et la projection vers l'extérieur de ces mêmes vicissitudes, et je pense ici aux suites de l'affaire de Sigonella d'automne 1985, n'échappait pas à Jacques. Ce lien, il le percevait comme un a priori logique de n'importe quelle réflexion, car en sous-estimer l'importance signifiait pour lui aboutir à rendre peu fiable toute conclusion. Or, c'est en se montrant fidèle à ce précepte des sémiotiques pilotiques que Jacques donnait des interprétations
avançait des propositions et faisait des projets ayant comme objet de réflexion la complexité de la réalité italienne et surtout les interrogations que cette dernière soulevait. Au fond, ne mit-il pas, dans ses analyses très détaillées, se poser des questions qui lui auraient permis de pénétrer la réalité des choses et la logique des comportements humains? Le commencement de la mission de Jacques à Rome avait coïncidé avec une époque au cours de laquelle le cadre tendu des relations entre l'Est et l'Ouest, tel que nous les avions connus à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donnait les premiers sérieux signaux d'effritement. En effet, après le décès de Konstantin Tchernenko, nous avions assisté en mars 1985 à l'accession de Mikhail Gorbatchev au poste de premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Et cette élection devait marquer un tournant dans l'histoire du monde et tout particulièrement du vieux continent. Au palais Farnèse, qui mieux que Jacques, qui avait vécu à Moscou la période la plus sombre et inquiétante de la guerre froide, et ensuite avait été partie prenante dans les négociations sur la sécurité et la coopération en Europe, aurait pu saisir l'importance des suivis d'un processus que lui-même, par la suite, définira de piège, mais que, à ce moment-là, apparaissait comme un moment s'inscrivant dans l'accélération de la détente entre l'Est et l'Ouest. À vrai dire, les signes avant-coureurs de cette détente, qui avait fait suite à la période de la coexistence pacifique, nous les avions interceptés dans l'ost politique de Willy Brandt, dans les accords des 4 puissances occupantes de Berlin et dans les premiers engagements entre Washington et Moscou sur la limitation des armements stratégiques. Et encore dans le développement des échanges et de la coopération entre opérateurs économiques et financiers des deux côtés du rideau de fer. Il fallait quand même aller de l'avant pour renforcer un équilibre fragile entre l'Est et l'Ouest. Certes, la réalité politique italienne présentait depuis longtemps des caractères que je définirais d'insolites. Elle nous montrait dans une certaine mesure les signes avant-coureurs de la fin de la guerre froide. J'échange ici à l'évolution qu'Enrico Berlinguer avait imprimée au Parti communiste italien à la suite du printemps de Prague et du sort réservé à Dubček après l'intervention en Tchécoslovaquie des troupes du pacte de Varsovie. À cet égard, la conception et la promotion d'un ordre mondial conforme aux nécessités de la réussite du compromis historique à l'intérieur avaient amené en 1977 le parlementaire communiste à donner sans réserve leur consentement à un ordre du jour de la Chambre des députés italiens, affirmant que l'Alliance atlantique et la Communauté européenne étaient les piliers de l'action internationale de l'Italie. J'ai à ce propos un souvenir précis des années 77-80, quand à Paris, je remplissais à rue de Varennes les fonctions de conseiller politique. La grande attention et l'intérêt que les socialistes français prêtaient à l'eurocommunisme et à ses inspirateurs devaient déclencher auprès de leurs confrères italiens une vague de déception, de contrariété, de soupçons destinés à être dépassés seulement en 1983, quand Bettino Craxi avait été appelé au Palais Chigi à remplir les fonctions de président du Conseil des ministres. L'éloignement du PCI par rapport aux positions de l'URSS avait acquis par la suite sa dynamique propre. Et c'est ainsi qu'aux réflexions de Jacques, très axées sur les retombées des négociations d'Helsinki, ne pouvait certainement pas échapper la circonstance que, surtout au sujet des questions concernant le droit de l'homme, la libre circulation des idées et des personnes entre les deux parties de l'Europe, les communistes italiens s'étaient trouvés sur des positions très proches de celles des gouvernements occidentaux.
N'oublions pas à ce propos que les États d'Amérique du Nord et les États membres de la Communauté européenne avaient insisté pour que les questions de la troisième corbeille soient inscrites à l'ordre du jour de la conférence. Une condition, souvenons-nous avec Jacques, qui était devenue pour eux le préalable de leur participation aux négociations d'Helsinki. En d'autres termes, le prix qu'on voulait faire payer à l'URSS pour un document censé sanctionner dans le droit fil des desiderata de Moscou l'ordre territorial et politique européen issu de la Deuxième Guerre mondiale. Jacques Andréani rappelait souvent à ses interlocuteurs le travail qu'il avait accompli en dirigeant la délégation de son pays à la deuxième phase de la conférence qui avait mis au point à Genève de 1973 à 1975 le texte de l'acte final. Et il ajoutait que quelles qu'étaient les fonctions de responsabilité remplies par lui par la suite à l'extérieur, au Caire, à Rome et à Washington, les moments passés à Helsinki et à Genève avaient été les plus passionnants de sa carrière diplomatique. Ces moments si exaltants, car il s'agissait de faire un exercice parsemé de pièges, de risques et d'inconnus, sans connaître pour autant quel aurait pu être le résultat final, devait marquer profondément un esprit comme celui de Jacques, enclin déjà tout naturellement à défricher les affaires et à se questionner dans la recherche de la meilleure solution. Dans son essai sur Helsinki et la fin du communisme, Jacques nous révélait le fond de sa pensée, une véritable philosophie de la vie et la place que celle-ci revêtait dans l'accomplissement de sa mission diplomatique. Il est essentiel, pour mieux saisir le fond de ses conclusions, de lire avec beaucoup d'attention ce qu'il nous a laissé décrit dans ses discours et dans ses rapports. Car, au-delà des interrogations très subtiles qu'il adressait avant tout à lui-même pour élaborer plus aisément des réponses convaincantes, fondées toujours sur des données concrètes, il prenait garde à ne jamais imposer son propre point de vue à ses interlocuteurs. À cet égard, je me souviens d'un discours qu'il avait tenu à Rome en janvier 1986 concernant les enjeux de la défense, et dans lequel, après avoir souligné la nécessité que les coopérations dans ce domaine si fondamental puissent être définies de préférence en fonction des besoins et des intérêts des Européens, et non pas au hasard, il observait que si sur la politique bâtie et suivie par la France, on pouvait être ou ne pas être d'accord, il fallait quand même qu'elle soit prise en considération. Jacques ajoutait que la force nucléaire propre dont la France était pourvue avait aussi comme but de riposter au risque du découplage, c'est-à-dire la possibilité d'un conflit qui aurait pu se dérouler en Europe sans pour autant s'étendre au territoire de l'URSS et des États-Unis. À ce propos, Jacques avait souligné avec la perspicacité qui était la sienne que la stratégie de Moscou concernant le déploiement des S-20 visait tout justement à créer le découplage auquel l'OTAN devait forcément être amenée à répondre par l'installation des Pershing II et des missiles de croisière. En Italie, ces missiles de moyenne portée avaient été installés dans la base de Comiso en Sicile, à la suite d'une décision rendue publique par le gouvernement de Rome en août 1981. Je me souviens encore de la vive reconnaissance que le chancelier Kohl avait eue à notre égard, car, avait-il dit, l'attitude positive de notre pays sur ce sujet très délicat avait contribué à madouer cette partie, et non la moindre, de l'opinion publique allemande gagnée à la cause du pacifisme. Ceci dit, les négociations de Helsinki avaient renforcé Jacques dans l'idée qu'il avait sur le rôle et les limites de l'emploi de l'outil diplomatique. En décrivant le résultat d'Helsinki comme le piège, il avait compris, je serais tenté de dire mieux que quiconque, les limites de cet outil, à savoir l'impossibilité à l'époque de prévoir les conséquences de l'acte final
que l'acte final devait par la suite entraîner à l'intérieur même du système soviétique. Par ailleurs, Jacques n'avait pas manqué de souligner que l'esprit, très fragile d'ailleurs, que les négociateurs occidentaux nourrissaient, à savoir la libéralisation des pays de l'Est, URSS comprise, comme effet de l'adoption de l'acte final, pouvait se heurter dans l'immédiat à des sérieuses réserves et à des commentaires très sévères en Occident, dont les médias, et je pense Le Monde, s'étaient en effet fait l'écho. Or, le fait que le volet de la dimension humaine était repris peu de temps après juin 1965 par un vaste mouvement de l'opposition au-delà de la ligne Oder-Neisse, en préparant ainsi à la suite un puissant fermement idéologique les événements des années 89-90, ce fait, disais-je, avait renforcé Jacques dans son idée que la paix ne pouvait pas découler que d'une mobilisation des peuples, d'où la conclusion que la diplomatie, bien qu'elle soit un instrument efficace pour atteindre le but final d'un monde en paix, restait en tout cas un facteur indispensable d'accompagnement. Penchons-nous maintenant sur les relations entre l'Italie et la France pendant la mission de Jacques. Depuis les années 80, les sommets bilatéraux avaient représenté une étape importante dans l'institutionnalisation des relations franco-italiennes, et ceci en tenant compte de la période précédente, marquée par une série d'incompréhensions dont la plus évidente avait été l'exclusion de la participation des Roms au sommet de la Guadeloupe de janvier 1979. Permettez-moi de rappeler ce qu'écrivait en 2004 un grand ami aussi, qui vient de nous quitter il y a une semaine, Jean-Bernard Remond. Les Français sont attirés par l'Italie. C'est pour eux la mère de la civilisation européenne, grecque et latine, sans discontinuité par les arts et la pensée à travers les siècles, contrairement aux autres pays d'Europe, à commencer par la France. Et pourtant, j'ai toujours trouvé que l'Italie n'a pas toujours reçu de la France la considération politique et intellectuelle qu'elle espérait. Souvent, les dirigeants italiens ont souhaité être en Europe, associés davantage, par exemple, aux conversations quadripartites France, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne. Depuis les années 80, les sommets bilatéraux avaient représenté une étape importante dans l'institutionnalisation des relations franco-italiennes. Et ceci en tenant compte de la période précédente marquée par une série de compréhensions dont la plus évidente avait été, je l'avais dit, l'exclusion au sommet de la Guadeloupe. Et c'est en février 1982, lors de la visite en Italie, que le président François Mitterrand avait lancé l'idée d'un sommet bilatéral sur le modèle de ceux qui existaient depuis longtemps avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. À partir de l'automne 1983, nous avons assisté à une intensification des rencontres bilatérales entre notre Premier ministre et le président de la République française. Rencontres au cours desquelles la discussion de toute une série de thèmes visant à coordonner d'une façon efficace les priorités respectives dans un domaine, du cadre international aux politiques européennes et économiques, n'avait pas été exempte de certaines divergences de vues. À propos de ces dernières, que Jacques connaissait bien, je mentionnerai tout d'abord les dossiers les plus éminemment politiques, comme les différentes perceptions à propos de l'attitude à tenir vis-à-vis des États-Unis dans les domaines de la sécurité, notamment pour ce qui avait trait à l'initiative de défense spatiale lancée en 1985 par le président Ronald Reagan. D'ailleurs, la participation à Airbus de notre pays, qui devait être ensuite
faire un choix en faveur de l'industrie aéronautique américaine et la guerre du vin, à laquelle on avait finalement mis fin grâce à l'intervention du président Mitterrand et de Jacques, constituaient, il faut bien le reconnaître, des thèmes très sensibles. Toutefois, les questions très épineuses de quelques centaines d'Italiens ayant fui la justice de leur pays après les années 70, la période dite des années de plomb, constituaient, qu'on devait l'écrire Jean Musitelli, un motif d'irritation pour le gouvernement italien et un sujet d'embarras pour le gouvernement français. Et Jacques le savait bien. À ce propos, je me souviens de la démarche que l'ambassadeur de France avait faite auprès de la Farnesina pour manifester la stupeur et la surprise du ministre Roland Dumas au sujet des propos considérés comme peu amiables vers la sœur latine que le président du Conseil avait tenus dans une séance de la Chambre des députés. En effet, Bettino Craxi reprochait au gouvernement français d'avoir commis des failles dans les procédures d'extradition des gauchistes révolutionnaires italiens qui avaient trouvé un abri sur le territoire italien et notamment à Paris. Permettez-moi de vous faire part à ce propos d'un épisode rapporté par Giulio Andreotti dans ses mémoires. En tant que ministre des Affaires étrangères, il avait accompagné un jour à l'Élysée le président Craxi, qui tenait dans sa poche une liste de personnes recherchées par la justice italienne. En la lisant, le président Mitterrand s'était exclamé « Pourquoi donc, après tant d'années, ne tournons pas la page que plusieurs de ces individus se sont désormais rangés en se donnant pacifiquement à des petits métiers ?» Sur certains d'entre eux, toutefois, le président, ajoutait Andreotti, manquait d'informations et il s'était dit disposé à les remettre entre les mains de la justice italienne s'il s'avérait qu'ils étaient encore au service actif des Brigades Rouges. En écoutant cette considération et en s'adressant à son illustre interlocuteur, notre ministre n'avait pu s'empêcher de s'exclamer « Dans ces cas, il vaut mieux que vous les gardiez. » Craxi, ajoutait-il encore, me regardait de travers, Mitterrand sourit et nous passâmes à un autre sujet. Fin de citation. Je ne sais pas si Jacques avait été mis au courant de cette querelle qui avait eu lieu à l'Élysée. Toutefois, une chose était certaine. Avec la sensibilité qui était la sienne, il savait bien que le souvenir des années sombres de la décennie précédente, pendant lesquelles on avait assisté d'abord à l'enlèvement et ensuite au meurtre de Aldo Moro, devait rester longtemps figé dans l'âme de l'opinion publique de la péninsule. Tout ceci dit, dans les années 84-85, les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense italiens rencontraient souvent à Paris et à Rome les homologues français pour aborder avec eux, dans un esprit constructif, les thèmes de la coopération dans les domaines de les relations internationales, de la défense, de la recherche scientifique et de l'industrie. Le renforcement de la Constitution européenne, qui à l'époque se composait de 10 États membres, était un sujet qui occupait une place très importante dans les raisonnements de Jacques. N'était-il pas convaincu, surtout à la suite des enseignements qu'il avait pu tirer des négociations d'Helsinki, de la nécessité que vis-à-vis des deux grandes puissances, une Europe sûre d'elle-même et capable de mettre en valeur sa propre identité, aurait été un élément fondamental pour assurer à la planète tout entière un équilibre qui, loin d'être aléatoire, devait se montrer solide et durable? Tout le long de sa mission en Italie, l'ambassadeur de France avait pu constater que les différentes appréciations entre Paris et à Rome vis-à-vis de la constitution communautaire avaient trait non pas à l'objectif de fond, c'est-à-dire l'unité de l'Europe, mais plutôt aux moyens et au temps pour y parvenir. La pierre de touche de cette entente franco-italienne sur le but final de la construction européenne avait été l'appui que au Conseil européen de Milan de juin 1985, le président Mitterrand et le chancelier Kohl avaient donné, malgré quelques déconvenues, à la proposition de la présidence italienne de passer, en dépit de l'opposition des Britanniques, au vote. Procédure celle-ci insolite,
mais quand même admise par les normes existantes, pour le lancement d'une conférence intergouvernementale ayant comme mandat celui de modifier le traité de Rome et de préparer un projet sur une politique extérieure et de sécurité commune. Ça a été l'acte unique. Que sur le fond, il y ait eu non seulement à cette époque un partage d'idées entre les deux gouvernements sur les résultats à atteindre à propos de l'intégration européenne est prouvé par un épisode dont je fus témoin en 1993, à l'époque où j'étais ambassadeur à Paris. À l'occasion d'un séminaire organisé à la Sorbonne portant sur le traité de Maastricht, certains de mes confrères du Quai d'Orsay s'étaient enfoncés dans une discussion qui ne finissait jamais pour démontrer que, contrairement à ce qu'avait soutenu à cette occasion et avec beaucoup de conviction Roland Dumas, la référence dans le texte final du traité sur l'Union européenne à l'évolution dans un sens fédéral de l'intégration entre les États membres avait été rayée à cause de l'opposition farouche de la délégation britannique. Cet épisode, qui avait eu comme protagoniste une personnalité qu'en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères avait joué dans les années 90 et 91 un rôle fondamental, confirmait, s'il en était besoin, la concordance de vues entre la France et l'Italie dans un thème important pour le développement de l'idée européenne telle que l'avaient conçue les pères fondateurs. Une constance se dégage des rapports bilatéraux, à savoir la coopération croissante dans la lutte contre le terrorisme, en particulier le terrorisme d'origine arabe. À ce propos, l'affaire du détournement en Méditerranée le 7 octobre 1985 du paquebot Achille Lauro par des pirates avait déclenché toute une série de graves difficultés, d'abord avec les Palestiniens et ensuite avec Washington. Le refus de nos autorités d'extrader aux États-Unis les représentés dépêchés en Égypte par Arafat pour convaincre les pirates à se rendre avait failli provoquer dans la base de Sigonella en Sicile une fusillade entre les militaires italiens et les soldats américains appartenant à la force d'intervention rapide Delta. De surcroît, l'action entreprise par le président du Conseil et le ministre des Affaires étrangères pour dénouer cette affaire avait provoqué des vives critiques de la part des milieux politiques italiens, plus favorables à soutenir les démarches américaines, ce qui devait entraîner une crise gouvernementale qui d'ailleurs devait être surmontée après quelques jours seulement. Ceci dit, dans une note transmise au service du ministère, faisant état d'un certain manque de solidarité qu'on aurait souhaité de la part des pays membres de la communauté européenne vis-à-vis des difficultés que les Palestiniens et les Américains nous avaient causées, Giulio Andreotti écrivait que face à certains silences, il y avait eu quand même des exceptions de marque. Celle faite par le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne et celle le 8 octobre de l'ambassadeur de France, qui lui avait fait part au téléphone de l'offre de toute aide que, à la suite d'une éventuelle requête de notre part, le gouvernement français était prêt de nous fournir. Au sommet de novembre 1986, à part l'idée envisagée du côté italien de créer un organisme de consultation euro-arabe en Méditerranée, les deux délégations s'étaient penchées sur toute une série d'accords sectoriels, en particulier dans les domaines de la technologie aérospatiale. Les discussions autour de la participation italienne au satellite d'observation militaire Helios étaient révélatrices de ce climat de collaboration que l'ambassadeur de France s'était employé à créer et à renforcer. À ce propos, je suis témoin des efforts accomplis par Jacques, et je fais référence ici aux discussions au sommet de Naples de fin novembre 1987, pour apaiser les craintes du président du Conseil et du ministre des Affaires étrangères au sujet d'une initiative franco-allemande considérée par Rome comme susceptible de se développer en concurrence avec l'Alliance atlantique.
Plus précisément, la nouvelle d'une coopération accrue entre Paris et Bonn dans le secteur de la défense, à travers notamment la création d'une brigade franco-allemande et l'institution d'un conseil commun de sécurité et de défense, avait été perçue comme une initiative ayant pour but de créer en perspective un directoire européen, et ceci en opposition avec cette amorce de coopération en matière de politique étrangère prévue par l'article 30 de l'acte unique qui venait d'être signé en février 1986. Lors du sommet de Arles en 1988, le dernier auquel Jacques avait participé, ce sont les dossiers industriels et technologiques qui avaient tenu le haut du pavé. Je me réfère, en ce qui concerne le secteur militaire, à leur coopération en matière du missile solaire Aster, ainsi qu'à la confirmation d'une participation de l'Italie au programme Helios. Dans le cadre des programmes civils, c'était l'acte de fondation de la FIRIT, c'est-à-dire l'Association franco-italienne de recherche industrielle et technologique, qui revêtait une importance tout à fait particulière pour Jacques. Quelle conclusion générale pourrions-nous tirer de ce que je viens de dire ? La mission diplomatique de Jacques Andreani mérite d'être prise en considération selon deux axes principaux. Le premier tient au fait que l'ambition de Jacques consistait à faire tout ce qui était dans ses pouvoirs pour développer une coopération approfondie dans le cadre d'un processus qui ne se limitait pas seulement à l'interprétation des événements. Jacques nous a appris une méthode, et c'est pour cette raison que j'avais parlé tout à l'heure d'une philosophie de Jacques. Le deuxième axe renvoie à l'intégration de l'Europe. D'après Jacques, la progression de l'esprit européen dans les sociétés contemporaines n'était pas seulement souhaitable, mais nécessaire. Quant au sort que le modèle français aurait pu avoir, la réponse qu'il avait tâché de donner à cette question, et que je définirais d'inusitée et de surprenante à la fois, consistait à dire que le projet européen était, je cite, l'un des attributs essentiels de l'identité nationale française. Pour expliquer son point de vue, Jacques faisait appel à cette conception universaliste que la France, tout au long des siècles, avait contribué à diffuser en Europe, jouant ainsi un rôle clé dans l'invention et la propagation du grand rêve unitaire. Mais comment alors parvenir à concilier cette conception comme tout à fait appartenant à l'Hexagone avec la notion de souveraineté que le peuple et ses régisseurs semblaient avoir du mal à l'appliquer aux contraintes de la solidarité européenne? Jacques avait une réponse aussi à cette question. C'était le dépassement de l'idée gaulienne, car il était assez clair que pour lui, cette conception était révolue. Plus d'unité, plus de cohésion, plus d'efficacité au niveau de l'Europe impliquait que les souverainetés soient exercées en commun sur quelques sujets fondamentaux. Il fallait donc, toujours selon Jacques, dépasser une vision défensive et mesquine fondée sur l'idée de l'identité nationale comme une toise sous laquelle devaient passer les nouveaux arrivants. En attendant que se crée un patriotisme européen, Jacques Andreani parlait sur la relativisation du nationalisme, liée notamment à l'unification européenne pour que cette identité puisse demeurer ouverte sur les autres peuples. Persuadé comme il était de la renovatio mundi, Jacques nous poussait quand même, et il nous pousse, à nous interroger sur la linéarité des événements de l'histoire, sur le caractère indiscipliné, voire imprévisible de celle-ci. Hypersensible au mouvement autour de lui, il nous montre avec beaucoup d'humilité les erreurs grossières que nous faisons quand nous essayons de comprendre ce qui se passe autour de nous avec des moyens trop simples. En peu de mots, il nous a appris à comprendre l'histoire, il nous a indiqué l'avenir. Un avenir que nous devons préparer à la manière de ceux qui ne sont pas des vaticinateurs, mais qui savent cultiver le don de la prévoyance. Merci Jacques. Bravo, c'est formidable. C'est digne d'un cours. Voilà. Comme vous l'avez vu, pendant cette intervention
de l'ambassadeur Guido Bono Cavalchini nous a rejoint Marc Lazare, au sujet duquel je vous avais fourni des nouvelles tout à l'heure. Maintenant, il est avec nous. Avant de lui passer la parole, je voudrais souligner combien l'intervention de Luigi Guido Bono Cavalchini a bien mis en évidence cette philosophie consistant à proposer un double patriotisme, le patriotisme national traditionnel et le patriotisme européen. C'était un sujet vraiment très, très cher à Jacques Andréani. Je tiens à compléter les remerciements de tout à l'heure. Je remercie pour leur présence les enfants de Jacques Andréani qui sont ici avec nous, et cela nous fait chaud au cœur de les avoir ici. Même si cette réunion ne veut pas être un moment purement émotionnel. Il y a un côté émotionnel, mais comme vous l'avez vu, on est en train d'examiner avec la plus grande attention les contenus spécifiques de l'action de Jacques Andréani au fil des années. Je remercie le consul général d'Italie, Andrea Cavallari, et je tiens aussi à souligner la présence dans cette salle de deux personnes de la Dante de Paris ayant collaboré strictement avec Jacques Andréani, Anna Vivante qui a été secrétaire générale de la Dante et Viviana Di Piazza qui est toujours la directrice de la Dante, et toutes les deux ont eu la manière d'apprécier au jour le jour l'engagement de Jacques Andréani en faveur de la Dante de Paris et de cette grande cause de l'amitié entre la France et l'Italie. Marc Lazare nous a rejoint, mais je crois qu'il s'est retrouvé au milieu d'une analyse vraiment très, très méticuleuse et précise de l'action de Jacques Andréani. Il faut peut-être donner un regard différent, le regard d'un historien, d'un spécialiste des relations italo-françaises, je dirais aujourd'hui le meilleur spécialiste français de l'Italie contemporaine. Donc écoutons une optique différente. Oui, merci Mickaël, mais c'est me couvrir de beaucoup trop d'éloges, surtout pour une intervention qui m'a été demandée, que j'ai accepté de faire. Mickaël m'a demandé un témoignage sur Jacques Andréani, et je lui ai dit que finalement j'avais peut-être peu de choses à dire, mais j'ai accepté de le faire. Et en fait, je le ferai en tant que je ne suis pas diplomate. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt une partie de l'intervention de l'ambassadeur Cavalchini que j'avais connu quand il était dans une période particulièrement difficile des relations franco-italiennes, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire celle qui avec l'arrivée de Silvio Berlusconi en 1994 au pouvoir, qui m'avait valu d'ailleurs, alors que je sortais d'une réunion que vous avez organisée, monsieur l'ambassadeur, et que j'ai essayé d'expliquer aux Français que finalement c'était compliqué le phénomène Berlusconi. Je m'étais retrouvé à la sortie de l'ambassade face à un journaliste qui m'a dit « Ah, mais je comprends pourquoi vous prenez cette position, vous êtes payé par l'ambassade. » Stipendié par l'Italie. Mais donc, je vais faire une intervention peut-être un peu périphérique, mais voilà, j'ai pensé d'abord la première fois que j'ai rencontré Jacques Andréani, et j'ai mobilisé mes souvenirs, et c'était difficile parce que ça remonte exactement à 30 ans. C'était en 1986, dans un... J'étais jeune à peu près à l'époque, bon. Passons. C'était un colloque à Pérouse qui était organisé par le professeur Maurice Duverger, qui m'avait fait l'amitié de me demander de participer à ce colloque parce que je devais rejoindre son centre d'études à Paris qui s'appelle le Centre d'analyse comparative des systèmes politiques. Et avant d'arriver au CNRS, puisque c'était
un centre du CNRS, j'avais été recruté à l'Institut universitaire européen de Florence pour une année. Et il m'avait dit, on va faire un grand colloque à Pérouse avec un collègue italien qui s'appelle Gianpaolo Rossi. Et ça va être un colloque sur la communication politique. Et quand vous serez à Florence, m'a dit Maurice Duverger, appelez Gianpaolo Rossi pour organiser tout ce colloque. Et donc je commençais à apprendre un peu l'italien. J'appelle le professeur Gianpaolo Rossi, je dis voilà, je me permets de vous appeler de la part du professeur Duverger pour ce colloque sur la communication politica. Il me répond, non, è un convegno sulla mediazione politica. Alors, j'ai raccroché et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, la médiation politique? À l'Institut universitaire européen de Florence, il y avait toute la fine fleur de la science politique internationale. Je ne voulais pas apparaître comme trop stupide, alors j'ai passé tout un temps à essayer de comprendre ce que ça voulait dire la médiation. Donc j'ai ouvert des dictionnaires de sciences politiques, je ne trouvais pas, je venais de la culture française, donc la culture où la notion de médiation n'existait pas, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Et j'appelle donc Maurice Duverger à Paris en disant, c'est pas un colloque sur la communication politique, c'est un colloque sur la médiation politique. Il me dit, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est sur la communication politique, c'est qu'est-ce que c'est que cette notion de médiation politique? À ce moment-là, je me retrouve à Rome au moment où le grand peintre Renato Guttuso est décédé. Et c'était un week-end à Rome, et je reviens sur Florence, et je me trouve en compagnie d'une collègue qui vient d'obtenir une des plus grandes distinctions, Lucrezia Reiklin, une des plus grandes distinctions de la discipline économique aujourd'hui même. Et elle avait l'air très fatiguée, Lucrezia, en ce lundi matin. Et je dis, sans vouloir être indiscret, qu'est-ce qui explique cette fatigue? Et elle me dit, mais tu sais, Renato Guttuso est décédé cette semaine, ce week-end. J'ai raconté cette histoire, Michel, dans notre livre d'entretien avec Sergio Romano. Et on m'explique que Renato Guttuso a une longue agonie, et qu'au cours de cette longue agonie, lui qui était communiste, a quand même voulu avoir l'extrême onction. Il l'a obtenu, et il avait en même temps prévu tout un festival. Par l'entremise de M. Giulio Andreotti. J'allais y arriver. Mais pardon. Quelle mémoire. J'allais y arriver. Donc vous me confirmez sur la véracité de ce que je vais vous dire. Ah oui, oui. Et, je peux vous le confirmer. Et on va voir. Renato Guttuso était sénateur à vie de la République italienne. Oui. Et dit, dans son testament, il dit, je souhaite qu'il y ait l'hommage du Sénat. Pas de problème. Et puis je veux qu'il y ait un hommage de la République. On va faire quelque chose au Panthéon. Mais je veux qu'il y ait une cérémonie religieuse et que mon cercueil soit recouvert du drapeau rouge. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et Lucrezia me dit, eh bien c'est simple, abbiamo chiamato Giulio Andreotti per la mediazione. Alors là, je l'ai embrassé sur les deux joues et je lui ai dit, ça y est, j'ai compris ce que c'est que la médiation. Et donc ce colloque finalement s'est déroulé sur la médiation et j'ai essayé d'expliquer ça à Maurice Duverger, qui était d'une intelligence exceptionnelle, qui a eu un peu de mal à comprendre tout cela, mais on a eu ce colloque qui devait créer le centre de recherche, j'ai retrouvé ça dans mes papiers, un institut italo-français d'études et de recherche sur les institutions politiques. Et on a eu un très beau colloque avec Gianpaolo Rossi, Antonio Baldassare, et il y avait aussi d'ailleurs un homme politique français qui s'appelait Jean-Pierre Fourcade, qui participait à cela, différents responsables politiques, et l'ambassadeur de France, Jacques Andréani, qui nous avait honorés de sa présence, qui avait participé à tout le colloque, qui était intervenu à plusieurs reprises. Et à la fin du colloque, moi je devais partir de Pérouse et rejoindre Rome, non pas Florence, et le grand Maurice Duverger a dit à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, ce jeune homme, moi, doit rentrer à Rome, prenez-le dans votre voiture.
Et Jacques Andréani m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Et je suis monté en voiture avec Jacques Andréani, donc ça a été ma première rencontre avec lui. Et c'était long la route entre Pérouse et Rome. Alors, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué, c'est que la voiture était blindée, paraît-il, parce qu'il y avait des risques d'attentats. Il m'a expliqué, vous inquiétez pas, la voiture est un peu pesante, mais c'est parce qu'elle est blindée, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Aussi la mienne à Paris était blindée. Mais ce qui m'a frappé, et j'ai vraiment un souvenir très très net dans ma tête, ça a été toute la discussion. D'abord, il s'intéressait à moi qui n'étais rien du tout, qui ne suis toujours rien du tout. C'était sa cordialité, son intérêt pour ce que je faisais. À l'époque, j'avais engagé une recherche sur le Parti communiste français et le Parti communiste italien. Il m'a posé beaucoup de questions et surtout, il a commencé à me dresser un panorama des mœurs politiques italiennes telles qu'il les voyait, de la classe politique. Alors c'est enregistré là. Et notamment, il s'en est beaucoup pris à un grand fondateur d'un journal romain qui avait été créé 11 années auparavant, auquel je participe maintenant. Oui. Et manifestement, il n'aimait pas M. Scalfari. Et alors, pendant un quart d'heure, il m'a expliqué tout le mal qu'il pensait de Scalfari. Bon, j'espère que ça Eugenio Scalfari. C'est un homme d'une prétention épouvantable qui se croit au cœur de tout le monde entier. C'est vrai que quand on... Vous savez tout, mais vous savez comment on l'appelait, même ses amis, l'ayatollah. Oui. Enfin, bref, je me souviens de ça et c'était tout à fait intéressant. Et ce qui me marquait, c'était son franc-parler. C'est-à-dire, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, il n'avait pas un langage diplomatique, Jacques Andréani. Non, heureusement. Et c'était tout à fait intéressant parce que on a eu tout un dialogue pendant tout ce cheminement de retour entre Pérouse et Rome. Et vraiment, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la manière dont un ambassadeur de France, en tout cas celui-ci, Jacques Andréani, essayait de comprendre, analyser la classe politique, les responsables politiques, la manière dont la politique fonctionnait en Italie. Nous sommes en 1986, donc dans un moment très compliqué de la politique italienne, et où il avait, je dois dire rétrospectivement, une lucidité d'analyse qui m'a particulièrement marqué. Ensuite, on s'est perdu de vue, si j'ose dire, si je peux me permettre, pendant des années, parce qu'il avait évidemment d'autres fonctions, et puis on s'est revu à Paris. Et on s'est revu à Paris parce que on avait un point commun, Sciences Po, où j'étais arrivé à partir de 1999, où j'ai été élu comme professeur. J'enseignais avant à Sciences Po, mais comme professeur, j'ai été élu. Et je crois qu'il a été très marqué par l'Institut d'études politiques de Paris, de Sciences Po, et qui faisait partie de ces gens qui considèrent que cette institution doit être défendue, y compris lorsqu'on n'y est plus, parce qu'elle correspond à quelque chose en France, en Europe et au niveau international. Et surtout, on parlait beaucoup d'Italie. Il me questionnait beaucoup, je l'interrogeais beaucoup, il était toujours très très au fait de ce qui se passait en Italie. Et surtout, on a eu des moments de dialogue sur quelque chose qui l'intéressait beaucoup, c'est toute une dimension de réflexion et de recherche. Et en particulier sur son livre Le Piège, Helsinki et la chute du communisme, qui a été publié en 2005. Et comme il se trouve qu'à une époque, je m'intéressais beaucoup aux questions du communisme, on en a beaucoup travaillé. Et c'est pour ça, je fais un peu de publicité, que lorsque j'ai eu la proposition de la maison d'édition Fayard de faire ce livre, l'Italie contemporaine, qui rassemblait tous les chercheurs français qui s'intéressaient à l'Italie contemporaine de 1945 à nos jours, lorsque j'ai voulu rassembler des auteurs pour parler de la dimension internationale, j'ai pensé à deux personnes. L'une, c'est Pierre Milza, qui évidemment était celui qui m'avait fait venir à Sciences Po, qui était le grand spécialiste de l'Italie, sur les questions de l'Italie, le fascisme italien, sur l'émigration italienne, mais aussi sur la politique internationale de l'Italie. Et Pierre a fait le premier chapitre dans la partie l'Italie, l'Europe et le monde, qui s'appelait Les contraintes et les constantes de la politique étrangère. Mais Pierre m'avait dit, moi après 1945, je veux pas. Et j'ai donc proposé à Jacques Andréani de faire deux chapitres, ou plus exactement c'est lui qui a proposé de faire deux chapitres,
sur l'Italie d'après 1940. Pierre Milsat était resté à l'histoire de la Ritalie. Alors, il est resté... Et bon, il avait fait sa thèse sur les relations franco-italiennes à la fin du 19e siècle, et puis il s'est intéressé à l'immigration, mais il ne voulait pas trop aller sur l'après-1945. Et donc, j'avais contacté Jacques Andréani, dont la première réaction était dit « Oh là là, mais moi je ne suis pas un chercheur, est-ce que vous croyez vraiment que... » Je lui dis « Oui, je pense que vous êtes évidemment la personne idoine pour le faire. » Et il m'a dit « Bon, faire un grand chapitre sur l'histoire de la politique étrangère italienne sur la République, c'est pas possible. » Et donc, il a découpé son intervention en deux chapitres. L'un qui s'appelle « L'Italie entre l'Europe et l'Amérique », et l'autre, l'Italie et la Méditerranée, qui constituent les 2/3 de la partie sur la dimension internationale. Et je les ai relus pour cette soirée, ça va de la page 213 à 229, c'est une publicité pour le livre, bien sûr, c'est vraiment... Ça tient la route. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une analyse particulièrement profonde. Et c'est cela qui m'a intéressé, et c'est là-dessus que je terminerai ce témoignage, parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir sur les dialogues possibles entre les hommes que vous êtes, messieurs les ambassadeurs, les hommes et femmes, c'est-à-dire qu'ils devaient à la fois analyser et agir, et les chercheurs. Et à mon sens, avec Jacques Andréani, on avait ce type de diplomate qu'on retrouve ici très souvent, des diplomates qui sont dans une situation de dialogue avec les sciences humaines et sociales. Et je trouve que ce n'est pas toujours le cas des responsables politiques. Je parle des responsables politiques. Je suis frappé, c'est une critique que je fais, par le fait que de plus en plus aujourd'hui, les responsables politiques s'intéressent assez peu à la production de recherches faites par les sciences humaines et sociales, ce qui aboutit peut-être à pas mal d'erreurs, alors qu'avec Jacques Andréani, il y avait une situation de dialogue possible. Voilà le petit témoignage que je voulais vous faire pour dire toute l'affection que je garde dans ma mémoire de ces moments très courts, mais de rencontre avec Jacques Andréani. Donc, merci à Marc Lazare pour nous avoir fourni une optique vraiment différente. Donc, c'était ce que nous souhaitions et il a parfaitement répondu à cette demande. Nous avons prévu également, comme vous l'avez vu dans notre invitation, une intervention de l'ambassadeur CFR Gallardin, lequel a collaboré, comme je le disais tout à l'heure, avec Jacques Andréani au Palais Farnèse. Il était le ministre conseiller, donc après avoir travaillé avec Gilles Martinet, par la suite, il a eu l'occasion d'apprécier Jacques Andréani et ils sont restés en contact par la suite jusqu'à hier, disons. Jusqu'à hier. Merci beaucoup, Michele. Mon intervention va être en fait un témoignage, pas une intervention digne du Collège de France de notre ami Luigi, qui est remarquable et que j'aimerais voir imprimé pour l'avenir. Nous sommes le 17 octobre 1984. Souvenez-vous de cette date. Oui. Aéroport de Fiumicino. Le ministre conseiller que j'étais se devait d'accueillir l'ambassadeur arrivant. Et là, débarque de l'avion Jacques, son épouse, une gamine de 3 ans, Emmanuel que voici, et un petit bambin qui avait 8 mois et qui était, lui, on le carrossait. Hein. Et voilà le nouvel ambassadeur de France. Et j'avoue que, pour moi, c'était déjà des retrouvailles. Il était dans sa 55e année, non, 54e année. Il allait avoir 55 ans. Et nous nous étions connus bien avant. Et c'est un peu cet agglomérat que je voudrais rappeler brièvement. Mon premier poste fut Moscou, et comme tout jeune secrétaire des Affaires étrangères, je me devais de voir le sous-directeur en charge de l'Europe orientale, Jacques Andréani. Monsieur imposant, et qui correspondait à l'époque assez au portrait que certains font de lui
un homme un petit peu bourru, un homme avec lequel il fallait parler clair, alors qu'on ne nous enseignait pas du tout cela. Et d'autre part, me donnant comme viatique d'apprendre le russe, ce que je ne savais pas. C'était bien dans la politique du Quai d'Orsay à l'époque, d'envoyer dans les postes des gens qui ne parlaient pas la langue. Et bien... À l'époque. À l'époque, ça a beaucoup changé depuis. Et puis, de poursuivre en disant, bah, écoutez, vous allez vous occuper des affaires économiques, c'est très simple, il y a des plans qui ne sont jamais remplis. Vérifiez. Bien. Alors, c'était notre premier contact. Bien. Au bout de 3 ans, je reviens à Paris. Jacques, dans l'intervalle, était à Bruxelles, numéro 2, à l'OTAN. Et au Quai d'Orsay, on m'a dit, oula, jeune ami, il y a là un dossier dont personne ne veut, que les soviétiques nous fourrent dans les pattes depuis des années, on a toujours refusé, et puis, moi, de guerre lasse, on va essayer quand même de tirer quelque chose de cette proposition, une conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Ah bon, c'est une tâche de longue haleine. Ici, au Quai d'Orsay, personne n'en veut, mais à Bruxelles, il y a quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup et qui est chargé de défendre le point de vue de la France auprès de nos partenaires de l'OTAN. Et avec les Américains, c'est pas facile. Bien. Voilà donc attelé à cette tâche. Et là va commencer une succession de rencontres et finalement, comment dire, une connivence. C'est rare dans notre métier. Une connivence forte avec Jacques sur qu'est-ce qu'il fallait attendre de cette conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas faire, et surtout ne pas se braquer sur des idéologies, sur des positions démagogiques, mais toujours être à la fois fort de ses convictions, et Jacques, elles étaient fortes, et en même temps avoir la capacité d'un dialogue constructif. Et il l'avait également. Et c'est comme ça que nous nous retrouvions dans cette très belle ville, ça dépend de la saison à laquelle vous y allez, qui s'appelle Helsinki, parce que nous avons commencé en plein hiver, où il faisait jour pendant 2 heures, et le reste du temps, nous étions dans l'obscurité naturelle, pas de la pensée. Car Jacques était un négociateur absolument remarquable, redoutable et redouté. En particulier de la délégation soviétique. Pourquoi ? Parce que Jacques avait acquis, dès son premier poste à Washington, puis au cours de son second poste à Moscou, une connaissance si intime de la relation Est-Ouest qu'il savait en démonter les mécanismes, qu'il savait jouer des faiblesses de l'adversaire, et comme au judo, le déstabiliser. Ça, j'avoue que pour moi, ça a été, pendant 2 ans, 73, 74, vous voyez, ça remonte à quelques années, un moment effectivement historique. Et il m'a appris le métier. Et depuis, nous ne nous sommes jamais beaucoup quittés. Il a eu l'exquise gentillesse de me rappeler comme sous-directeur d'Europe occidentale quand lui venait d'être nommé directeur d'Europe. Travailler avec Jacques, c'était quotidiennement un bonheur intellectuel, mais aussi au-delà. Je ne voudrais pas qu'on conserve de Jacques un seul souvenir d'un bourreau de travail, d'un homme qui refusait la médiocrité, qui vous demandait d'aller toujours à l'essentiel, clairement, et de proposer, d'être une force de proposition, pas un questionnement négatif. Et là, ça a été pour moi également un moment d'intense activité, mais où je me suis dit décidément, ce monsieur, ça va devenir une expression qu'aujourd'hui on n'ose plus utiliser parce qu'elle a une connotation très négative, un grand frère, quelqu'un qui te guide un peu, ne te lâche jamais de vue complètement, c'est te rattraper si tu fais un faux pas.
Au Quai d'Orsay, c'était un peu difficile parce que de toute façon, à l'époque, c'était un fumeur invétéré. Et entrer dans son bureau, c'était entrer dans un nuage de tabac. Et au motif qu'il ne fallait pas fumer de cigarettes, il pompait les cigares les uns après les autres. Bon, je termine sur cet aspect, mais Jacques s'en délectait et s'en amusait. Là-dessus, les voies ont divergé à nouveau. Jacques part en Égypte. Moi, je ne sais plus où je suis allé à ce moment-là. Nous ne sommes pas retrouvés immédiatement. Et nous passons à la période romaine. C'est vrai que Jacques était rentré dans l'intervalle comme directeur des affaires politiques. Directeur des affaires politiques, ce qui est un poste absolument stratégique au Quai d'Orsay, et il avait la haute main sur tout ce qu'on appelait à l'époque la coopération politique et de défense. Plus les Nations Unies, etc. Et Jacques, donc, directeur des affaires politiques, les choses se passent bien. Moi, j'avais été très surpris, là encore, de sa manière de conduire les dossiers, de conduire les affaires. Et il avait un art non seulement de convaincre ceux avec qui il discutait, négociait, essayait de proposer de points de vue, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'était aussi de négocier avec nos ministres. Car nos ministres, il faut aussi les convaincre, éventuellement de réajuster la position, plus souvent d'erreurs d'appréciation ou de corriger un petit peu les cheminements. Et là, il était également remarquable. Jacques part à Rome. Pas plus exactement, moi je pars à Rome. Et là, 17 octobre 1984, Jacques arrive. J'avais déjà 4 années romaines derrière moi. Non, 3 années romaines. 3 années romaines. Extrêmement heureux, mais je me suis dit, mon pauvre ami, j'ai beau bien connaître Jacques, normalement, au bout de 3 ans, on tire sa révérence et on laisse le poste à quelqu'un d'autre. Eh bien, Jacques a insisté pour que je reste une 4e année, c'est-à-dire sa première année romaine. Et là, pour moi, ça a été encore une découverte. Jacques, je ne savais pas qu'il parlait l'italien. Je savais qu'il parlait russe, je savais qu'il parlait anglais. Bon, très bien. Je ne savais pas qu'il parlait italien. En fait, j'ai appris plus tard que lorsqu'il avait un moment de libre dans son bureau, il avait un numéro de téléphone particulier, il décrochait et il parlait en italien avec un professeur, je ne sais pas d'où, je ne sais comment. Et ce qui fait que, voilà, on sait qui c'est le professeur maintenant. Et donc, c'était assez extraordinaire de le voir. Tout d'un coup, il s'arrêtait, puis il prenait son téléphone, puis voilà. Ce qui était non moins étonnant, c'est de voir Jacques dans le palais Farnèse. Tout le monde voit ce magnifique palais. Il n'y en a pas 2 comme lui. Eh bien, c'était devenu, pour les couloirs, les pistes de jeu, quand il pleuvait, pour la jeunesse. C'était des réceptions tout à fait extraordinaires, les lieux le permettent. Et c'est vrai que organiser un défilé de mode dans le salon d'Hercule, c'est quelque chose de magnifique en soi. Ou d'organiser un 14 juillet en faisant un détour par la place Farnèse, qui était tout à fait inhabituel, parce que la place Farnèse était en dehors du palais. Non, là, tout le monde y était associé. Bref, donner une vie aussi, une vie au sens, oui, je rencontre, je vois, et je parle. Et puis, bien entendu, ces tournées en Italie incessantes, du nord au sud, d'est en ouest, enfin c'est surtout du nord au sud quand même en Italie, hein. Mais quoi qu'il en soit, il a arpenté l'Italie la première année constamment, je pense que les années suivantes aussi, probablement. C'était un de ses comment dire, une de ses convictions, c'est que pour pouvoir parler d'un pays, il fallait comprendre, et le comprendre, c'était évidemment le voir, parler, sortir de son monde, rencontrer aussi bien un cultivateur, un vigneron, un artisan. Bien entendu, les grands industriels, ils venaient tout seuls, etc. D'entretenir avec la presse une relation également de cordialité
mais en même temps de ne jamais laisser prise à la critique. Il ne laissait rien passer non plus. Donc, Jacques Andréani avait autour de lui une équipe dont je retrouve avec plaisir ce soir de nombreux membres de cette assistance. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur de nous retrouver à plusieurs, de retrouver des amis de Rome qui sont là également présents, et de revivre en pensée cette période d'exception. Ça durera 4 ans. Là encore, Jacques avait persuadé, ou avait convaincu tout simplement, sans avoir fait de démarche particulière, le Quai d'Orsay de lui accorder une 4e année de présence à Rome. En général, l'ambassade, c'est 3 ans, surtout Rome, extrêmement couru. Bien. Et non, 4 ans. 4 années, et 4 années qui furent, je crois, dans sa vie, Luigi ne me contrariera pas, Non. en même temps d'un labeur intense, d'un bonheur intense. D'un bonheur intense, et je voudrais simplement conclure peut-être par ces quelques mots. D'une part, comme l'avait rappelé Gilles lors des obsèques de son père, il avait, comment dire, une éthique personnelle. Gilles, je reprends vos propos, il pensait par lui-même et nous a appris à nous défier de l'opinion commune et des idées toutes faites. Son intelligence, c'était celle de la liberté de l'esprit. Non pas une fin en soi, mais un moyen de rester libre. Je crois que ça caractérise véritablement Jacques Andréani. Enfin, celui que moi j'ai connu à la conduite, dans la conduite de ses affaires et dans la conduite de sa vie. Et puis, un deuxième point, alors ça c'est pas de lui, mais souvenez-vous de la date que je vous ai donnée tout à l'heure, 17 octobre 1984. Je me trouvais ce matin, 16 octobre 1832, à San Pietro in Montorio, sur le mont Janicule, à Rome. Il faisait un soleil magnifique. Un léger vent de sirocco, à peine sensible, faisait flotter quelques petits nuages blancs au-dessus du mont Albano. Une chaleur délicieuse régnait dans l'air. J'étais heureux de vivre. J'étais heureux de vivre. C'est Jacques Andréani à Rome. Merci. Ouais. Bravo. Formidable. Tout à l'heure, quand l'ambassadeur Sir Serge Gallardin est arrivé ici dans cette salle, tout de suite il m'a dit « Mais je n'aimerais pas tenir une conférence, j'aimerais plutôt qu'il y ait un peu de discussion, un peu de dialogue. » Alors je me permets, un vieux journaliste comme je le suis, de lui poser une petite question. C'est-à-dire, est-ce que pour le déroulement de son activité d'ambassadeur de France en Italie, le fait d'avoir une épouse italienne représentait un plus? 2 remarques. La première, c'est que Jacques ne s'en est jamais prévalu. Ne s'en est jamais prévalu. La seconde, bien évidemment, c'était un atout. Il fut une époque où c'était le contraire, mais ça c'était bien révolu, et véritablement, je crois que Donatella a joué un rôle au niveau de la vie sociale, de l'image qu'elle projetait de ce palais Farnèse, quand même, dans sa grandeur, mais un peu austère, une image extraordinairement positive, et de contact avec la population. Les officiels, le diplomate s'en charge tout seul. D'autant que c'est une Italienne très internationale. Donc, c'est certain qu'elle a une capacité d'avoir affaire avec des personnes de cultures très, très différentes. Pour conclure cette soirée, nous avons ici l'ambassadeur d'Italie, Gian Domenico Magliano,
auquel je demande de dire quelques mots, de développer quelques réflexions finales. Et je peux même vous laisser une place. Merci Mickaël. Et tout d'abord, je suis très honoré d'être ici pour quelques mots en conclusion de ce colloque très dense d'émotions, de valeurs, de contenu. Je rends hommage à Madame Monterese Andrani et à sa famille qui sont ici et à tous leurs amis qui ont partagé une vie diplomatique qui était un paradigme. On l'a entendu par des témoignages très importants de l'ambassadeur Kawakini, de Marc Lazare, de l'ambassadeur Girardin. Un paradigme parce que quel bonheur, quelle chance de pouvoir être au carrefour de l'histoire entre la France, l'Europe, l'Italie, les États-Unis et l'Union soviétique. Je pense qu'un diplomate ne pourrait demander mieux de vivre pendant et œuvrer au plus haut niveau, pendant la guerre froide et après la guerre froide. Pendant l'Union soviétique et avec la Russie. Et c'est une finesse culturelle de pouvoir placer au cœur l'Italie, et ce qui nous rend assez orgueilleux pour dire que peut-être l'accomplissement de sa carrière était grand plus que Washington, mais là c'est ma déformation, italienne qui va le dire. Mais je peux avoir des... par hasard, j'ai connu très bien le processus d'Helsinki, mais pendant la période de crise, après l'auto-coup d'État de Jaruzelski. Et je mesure très bien pourquoi il a pensé que peut-être la valeur ajoutée du diplomate a été plus importante pendant une période dont les historiens ne vont pas parler, sur la diplomatie, et par rapport à une période d'être ambassadeur à Washington ou à Rome. Mais là, c'est parce que ce sont les seuls moments où le diplomate prend la place des hommes politiques. Et donc, les décisions des diplomates sont ratifiées par les hommes politiques. C'est le cas d'Helsinki, l'interprétation, faire le troc entre le dynamisme, le troisième panier, et l'immobilité des principes et l'immobilité des frontières. On peut qu'avoir un diplomate qui peut imaginer cela, mais il faut une conjoncture spéciale pour que des hommes politiques, sauf certains, mais probablement, sauf 2 ou 3, de Casarolo ou Andreotti peut-être, ou Moro, surtout Moro, ont compris l'importance historique. Les autres peut-être ont passé sous silence cette importance. Mais quand même, c'est très important, je pense, être au carrefour entre Méditerranée, Europe, États-Unis et Russie, Union soviétique aussi, parce que finalement, c'est l'histoire du XXe et du XXIe siècle où se rejoignent. Et on voit l'actualité d'aujourd'hui. Et si j'ai un regret, j'ai connu l'ambassadeur Andrani, je l'avais croisé en tant que jeune diplomate, je l'ai connu plus ici à Paris pendant ces années. Mais j'ai 2 regrets, que je n'ai pas pu discuter avec lui 2 sujets très importants. L'un, qu'est-ce que c'est l'idée de l'Europe, de l'ambassadeur Andrani aujourd'hui? Et 2, c'est encore plus subtil, lui qui était un proche de Michel Rocard aux années 50, c'est chose qui est plus connue. Qu'est-ce qu'il aurait pensé du livre de Michel Rocard qui s'intitule « Suicide de l'Occident, suicide de l'humanité ». Mais ce n'est pas le titre de Michel Rocard, il l'a expliqué. C'est l'éditeur qui l'a suggéré, mais ça répond exactement au pessimisme de son analyse, mais c'est le pessimisme de la raison. Et j'aurais été très intéressé de connaître l'opinion
de l'ambassadeur Andriani qui a partagé une réflexion du rêve de la social-démocratie qui n'a pas fait l'Europe d'aujourd'hui, parce qu'on voit que l'Europe d'aujourd'hui a des problèmes justement sur les questions du libre marché, sans règles, et d'une Europe qui ne partage plus les mêmes principes. Je pense aussi que l'ambassadeur Andriani a été un paradigme, cela a été très bien souligné par l'ambassadeur Cavalchi, l'ambassadeur Gagardin, ce que c'est qu'un diplomate. C'est un métier éternel dans le sens que la méthode diplomatique ne change pas. Le monde change, la géopolitique, la géoéconomie, et donc passer de l'analyse à la proposition rapidement, mais quand même avoir la connaissance des sociétés, être suffisamment rapide et direct, mais quand même connaître les règles des négociations, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales. Faire la synthèse des sommets. Bon, on en est au 33e sommet franco-italien. Là, à Venise, c'était le 8 mars, c'était il y a quelques jours, j'étais à Venise avec le président Renzi et le président Hollande. Tout ce qui est positif entre la France et l'Italie s'est développé, la coopération dans le domaine de la défense et de la technologie, des intérêts qui sont toujours partagés sur une société qui a besoin toujours de l'agriculture, la Méditerranée bien sûr, et on a des questions contentieuses qui n'existent plus, heureusement, et on mesure qu'en effet, la relation bilatérale était et sera toujours fondamentale sur l'Europe. Alors le fait qu'il ait été président d'Interlighieri de Paris, je pense que c'était un signe d'affection pour l'Italie. Ça c'est important, un signe d'affection culturelle et non seulement familiale. Et aussi une façon de vouloir être utile d'une façon, c'est une espèce de mécénat culturel, mécénat entre deux pays. Et enfin, ça veut dire aussi que les diplomates sont importants, non seulement sur une table de négociation, sur la préparation d'un sommet, mais aussi dans la société. Donc c'est une version très moderne d'interpréter une fonction publique. Et cela est important, et je suis heureux de voir ici que la communauté des ambassadeurs qui ont connu l'Italie est toujours très forte. Et moi-même aussi, que ce soit la communauté des ambassadeurs qui ont fait le Quirinale, qui ont fait le Saint-Siège, qui ont fait les deux. Moi aussi, j'ai une pensée pour l'ambassadeur Raymond, le ministre Raymond, qui a décédé il y a une semaine. Et j'ai participé, j'étais présent à ses obsèques parce que c'est une autre personnalité de la diplomatie française qui a eu un rôle important dans les relations bilatérales. Mais s'il y a une grande lignée d'ambassadeurs entre la France et l'Italie, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'analyse de l'histoire, qui peut être dans l'ADN de l'Europe, qui peut être plus dans l'ADN des siècles, des histoires très différentes, un État-nation récent, mais une culture, une nation italienne ancienne, un État français millénaire, mais qui puise ses sources finalement du monde latin. Et il y a quelques raisons mystérieuses qui fait que c'est comme des ruisseaux qui deviennent des fleuves et qui peuvent avoir des passages karstiques et qui réémergent et qui finalement alimentent notre grand continent qui est l'Europe, sur une vision effectivement élargie, parce que la France et l'Italie ont toujours regardé en Europe qui a la dimension du périmètre, au moins le périmètre chrétien. La France est tout un État très laïque, l'Italie avec une double identité, mais avec une vision projetée sans cloison. Et là, je pense, je termine sur là, la nouvelle, l'ancienne frontière, c'est
démontrer, œuvrer pour qu'il n'y ait pas de frontières. C'est une bataille qui a été au cœur de la vie professionnelle de l'ambassadeur Jacques Andrani. Je pense que ce sera le grand défi des générations de diplomates à venir. C'est une considération un peu triste parce que ça veut dire que c'est une œuvre toujours inachevée, mais c'est une considération importante parce que ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un dans nos pays de France italique qui va œuvrer pour une vision de l'Europe avec des racines très profondes. Et donc, merci à vous pour avoir donné des témoignages si importants. Et merci à Michele Canonica pour avoir eu l'idée d'organiser ces colloques. C'est un hommage en reconnaissance d'un grand ambassadeur. Merci.